Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires où ça parle parfois un peu fort. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, aujourd'hui, Clémentine, celle dont vous nous parlez avait le verbe haut. Martha Desrumaux, l'une des plus grandes figures du syndicalisme français, l'une des premières femmes députées aussi. Et oui, il faut voir d'où elle vient, mais quelle vie incroyable. C'est vraiment une femme qui a une vie d'une dureté, qui a une existence de militante jusqu'à son dernier souffle, et qui a vraiment, vous allez voir, elle vient de loin, cette Martha Desrumaux. Enfin, de loin, du nord de Comines, où elle est née en 1897. C'est une petite ville entourée d'usines textiles. Elle est la 6e de 7 enfants, mais sa mère a eu 11 grossesses. Donc, vous voyez, la mère et la mère. 11 grossesses, amputée d'une jambe, donc elle ne peut travailler qu'à la maison. Le père perd son boulot, ça vous fait... Non, ne me dites pas que ça vous fait rire. Non, là, mais moi, j'en appelle aux auditeurs, ils sont morts de rire, mais qu'est-ce que vous allez raconter, Clémentine, avec Stéphane? Des fois. On se lance des regards désespérés, on compatit, on est dans la compassion. Bon, alors, c'est la manière dont vous le racontez. On a l'impression que vous l'accablez, cette pauvre femme. Mais elle n'est pas accablée, elle a déjà eu 11 grossesses, elle perd 4 enfants, il lui en reste 7, on l'ampute d'une jambe, et maintenant son mari est licencié pour insolence, et du coup il n'a pas de boulot non plus, et il meurt écrasé à 50 ans sous la charrette des pompiers volontaires. Non, vous vous rendez compte? Bon, écoutez. On ne rit toujours pas. Non, mais alors j'arrête là, parce que je vous sens incapable de compatir. Ah oui, à vous les éoliennes, ça va, là on pleure niche, mais pour Martha Desrumaux, là il n'y a plus personne. Bon, alors, parce que moi je vous résume sa vie. Martha, sa jeunesse, une mère infirme, veuve, lotie de 7 enfants, la misère noire. Alors elle commence à travailler à 8 ans, ça nous dit rien, ça nous 8 ans. Elle est placée comme bonne à tout faire dans une famille où elle va rester 3 ans. Elle s'échappe, on ne sait pas ce qui s'est passé, mauvais traitement, abus, que sais-je. En tout cas, à 11 ans, elle fait 25 km à pied pour rentrer chez elle, et là elle déclare qu'elle veut devenir ouvrière, elle veut plus être bonne à tout faire. Elle rentre dans une usine de lin où elle est varouleuse. Les varouleurs, c'est des gamins qui s'occupent de prendre les bobines qui sont remplies de fils et d'en apporter de nouvelles. Il y a beaucoup d'enfants qui travaillent à l'époque et parce que c'est une main d'œuvre bon marché et qui n'est pas très revendicative. À chaque fois qu'un inspecteur du travail se pointe dans l'usine, elle doit se cacher dans une caisse parce qu'elle n'a pas l'âge légal pour travailler, qui est 13 ans. Donc sans surprise, Martha se syndique à 13 ans et elle est la seule fille dans le syndicat. On la surnomme la grande parce qu'elle fait 1m75, qui est grand pour une femme pour l'époque. Et tout de suite, son objectif majeur, c'est d'obtenir les mêmes salaires pour les femmes que pour les hommes. Les femmes, en moyenne, à l'époque, sont payées 30 à 50% de moins que les hommes pour la même durée de travail. Et même pour les enfants, quand elle est varouleuse, Martha, c'est 10 heures par jour, le boulot. Et alors, le syndicalisme va la former, notamment, on lui dit, il y a les revendications salariales, c'est une chose, mais il faut aussi se faire respecter. Il faut que tu exiges qu'on te vouvoie. Les ouvrières, les patrons les tutoyaient, donc exige qu'on vous voit. Elle dirige sa première guerre à 20 ans, sa première grève, je dis sa première guerre, mais c'est aussi sa première guerre. Ça se passe dans l'usine textile d'Hasbrook à Lyon, parce que toutes les usines du Nord ont été évacuées pendant la guerre de 14, puisque le Nord était occupé, autour de Saint-Quentin, au-dessus, c'est occupé par les Allemands. Et la première grève, 20 ans, elle réclame l'augmentation des salaires, des machines plus sécurisées. Elle obtient 5 francs d'augmentation en pleine guerre pour ses camarades, ce qui est un truc invraisemblable, c'est un succès. Mais comme elle ne sait ni lire ni écrire, pour signer l'accord, elle passe la nuit à apprendre à écrire sa signature convenablement pour la faire avec assurance. Et le patron de l'usine Hasbrook a voulu lui faire lire l'accord, et sachant très bien qu'elle ne savait pas lire, pour l'humilier. Mais elle a réussi à botter en touche en disant, là, mon camarade le fera mieux que moi, mais en revanche, elle a signé avec beaucoup d'assurance. Donc évidemment, quand le PC français, le Parti communiste, est créé, qui demande partage des terres, contrôle des ouvriers sur les usines, tout ça, ça lui parle, c'est pour elle, et elle devient communiste. Elle va devenir déléguée des ouvrières, elle se met à écumer les congrès, les meetings dans le Nord, elle est dans toutes les grèves. Les cadres du PC l'ont repérée. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans les années 20-30 quand vous avez été repéré au sein du PC naissant? On vous envoie en URSS, naturellement, pour vous édifier. Donc elle y va. Elle y est invitée.
petite ouvrière de 8 ans quand même. Là, bon, elle est plus âgée, on est en 27, hein, mais elle est invitée en URSS pour les 10 ans de la Révolution russe. Elle découvre absolument fascinée en URSS que les ouvriers travaillent 8 heures par jour. Là, on est encore à 10 en France. Elle rencontre Clara Zetkin, qui a créé la Journée internationale du droit des femmes. Donc c'est quelqu'un, elle est le pur produit de cette formation intellectuelle, militante et syndicale du PC dans l'entre-deux-guerres. On formait ces cadres et ça pouvait être comme elle, une jeune femme qui savait ni lire ni écrire, mais on est allé la former là-bas. Donc tout naturellement aussi, en 29, elle devient la première femme élue au comité central du PC, Martha Desrumaux. Le slogan de sa vie, Martha, à travail égal, salaire égal. Ça a été sa revendication majeure. Bon, inutile de vous dire que côté vie privée, ça passe après. Elle s'est quand même mariée avec un militant ouvrier qu'elle aimait et dont elle a eu un fils, hein, mais elle a fini par l'épouser à 40 ans. Elle n'a pas pris son nom parce qu'elle n'a pas envie d'être la femme d'eux. Pour vous donner une idée, en 36, alors qu'elle est enceinte jusqu'aux dents, elle part en Espagne accompagner des jeunes militants communistes qui veulent aider les républicains contre les franquistes. Et au moment du Front populaire, elle est la seule femme membre de la délégation ouvrière aux accords Matignon, la seule femme. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, ce nom, mais moi j'ai honte, ce nom me disait rien du tout. Et c'est vraiment une femme magnifique. Alors, bon, évidemment, 40, elle devient responsable d'un important réseau de résistance. Elle est la première femme déportée à Ravensbrück où elle va rencontrer Geneviève Antonios de Gaulle. Martha Desrumaux est au lendemain de la guerre secrétaire générale de la CGT du Nord, adjointe au maire socialiste de Lille et une des 16 premières femmes députées. Voilà qui était Martha Desrumaux. Son mari, Louis Manguine, dirigeant métallo CGT, meurt le 30 novembre 1982. En fin d'après-midi, Martha le suit dans la tombe. Donc ils n'ont été séparés que quelques heures. Toute une vie de militantisme et de loyauté pour cette grande héroïne de la classe ouvrière et de la cause des femmes qui avait une grande gueule, mais qui mérite qu'on se souvienne d'elle ô combien. Bel hommage. Merci beaucoup, Clémentine.